sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations, des questions? Non? Je passe au vote. Je vous en dis un petit peu plus après. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Parfait. Oui, ce que j'avais envie de vous dire, concernant par exemple le département, et j'en profite, c'est quand on a passé déjà, je ne sais plus où on en est trop par rapport à ça, mais on conventionne avec le département concernant un autre projet qui est celui des voies douces. D'accord? Et que là, le projet avance aussi pas mal, puisqu'on a déjà de bons plans en coupe, etc. Et qu'il va nous falloir délibérer très prochainement, non pas pour aller chercher des subventions, parce que je crois qu'on a déjà délibéré pour aller chercher des subventions. Appel à projet. Il y a un appel à projet. Éco-maîtrise d'ouvrage. Voilà. Éco-maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on engage des dépenses, mais que par rapport au travail préalable qui a été fait dans le cadre de ce projet-là, on sait à combien le département vient nous aider, puisque c'est de la co-maîtrise d'ouvrage. C'est bien ça? Voilà. Et qu'on a déjà... Oui. Concernant la neuvième délibération, ce que je voulais dire, c'était que samedi, l'AGLO a voté à l'unanimité l'attribution de ce fonds de concours. Oui. C'est une bonne remarque, effectivement, puisqu'on avait précisé à plusieurs reprises, et à l'unanimité, alors c'est très rare de voter à l'unanimité, surtout ici, non, mais à l'AGLO aussi. À l'AGLO, c'est passé à l'unanimité. Ouais. Il y avait 70 délibérations, ce jour-là. Et par contre, j'en profite pour vous dire que vous recevez normalement les possibilités de vous connecter pour aller voir les délibérations qui se pratiquent à l'AGLO. Là, l'autre jour, il y en avait 72. Alors, c'est clair qu'il y avait 200 quelques pages, je crois, et 72 délibérations. Alors, elles ne nous intéressent pas forcément toutes, mais c'est quand même un excellent moyen pour savoir ce qui se passe sur le territoire, quelles sont les compétences et prérogatives de l'AGLO, et effectivement, pour rentrer un petit peu plus dans le monde réel, comment les choses s'articulent du travail de l'AGLO. Parce qu'on entend beaucoup de choses dans la presse, on entend beaucoup de choses, voilà, enfin pardon, je ne parle pas de la presse comme étant manipulatrice ou incomplète, et toujours très complète, très certainement, mais ces délibérations sont importantes pour savoir quel est le vrai travail de notre agglomération dans toutes ses compétences. Je vous rappelle, 21 politiques publiques, 90 actions, bien cernées. Ça va des crèches à l'assainissement, en passant par la transition écologique, et voilà, je ne vais pas vous dire et les mobilités, par exemple. Délibération numéro 12, c'est pour pouvoir m'autoriser à un permis d'aménager, un dépôt de permis d'aménager pour l'aménagement de la place de la Brocante. Voilà. Donc, je rappelle à l'Assemblée le projet d'aménagement dans la place de la Brocante. Pour mener à bien ce projet, le dépôt de permis d'aménager est nécessaire. C'est une pièce d'urbanisme, une autorisation d'urbanisme, c'est bien ça? Donc, je vous demande de m'autoriser à déposer pour le compte de la commune cette demande de permis d'aménager et à vous prononcer sur cette affaire. Des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je vous remercie. Je vous dirai quelque chose juste après le vote. On passe au vote. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Voilà. Le quelque chose juste après le vote, c'est juste pour vous dire que demain soir, il y a bien une réunion publique, je crois, à Culture Chocolat. On a maintenu, au-delà du contexte sanitaire, pour pouvoir présenter quels sont les éléments constitutifs de ce permis d'aménager du projet que nous essaierons de faire naître dans le courant de l'année 2022 sur cette place de la Brocante. Délibération numéro 13, c'est une convention. Oui, ah, je vous prie, oui, c'est vrai, vous aviez dit. Voilà. On a été un peu long sur le début, on aurait dû accélérer un peu. Pardon. À son rythme. Oui, tout à fait. Merci, donc je vous revois. Pas sur fil. Allez, il faut montrer que M. Laval, voilà. Est-ce qu'il donne. Ah, attends. Oui. Il a donné. Il peut y avoir deux votations. Il peut y avoir deux. C'est tout à fait exceptionnel, c'est lié au contexte sanitaire. Mais je ne voulais pas que. À Lyon, convention fourrière animale. Alors,
je suppose que vous avez lu cette délibération qui paraît anecdotique mais qui est importante. Il rappelait aux membres de l'Assemblée délibérante que le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. Et quand on parle de divagation animale, on parle de tous les animaux. Il lui appartient en particulier de prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Excusez-moi. Pour ces animaux, chaque commune doit disposer d'une fourrière communale ou intercommunale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. La gestion de la fourrière peut être assurée par une association régie par la loi de 1901, association protectrice des animaux, par exemple. La ville d'Aetz, ne disposant pas de fourrière animale communale en gestion propre, il a été décidé de confier par le biais d'une convention la gestion de la fourrière animale à l'association protectrice des animaux, gestionnaire du refuge de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz. Vous avez reçu le projet de convention annexé qui prévoit notamment les dispositions suivantes. Dès leur arrivée, les chiens et les chats seront placés sous la garde de la fourrière qui prendra la charge pour le compte de la commune, leur hébergement et leur alimentation, les soins vétérinaires, la recherche du propriétaire, les actes vétérinaires obligatoires, les déplacements exceptionnels à la demande de la police municipale ou d'une clinique vétérinaire, les récupérations des cadavres hors chats féraux chez les vétérinaires, ou même dans la commune. Quand vous lisez la convention, vous vous rendez compte qu'il vous faut disposer d'un congélateur, enfin c'est un peu sordide, mais voilà, il faut disposer d'un congélateur dans lequel, ça tombe bien, au préau associatif, on a un congélateur où il y a des frites et tout ça. La convention prendra effet à compter de sa date de signature jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Alors là, il y a une petite différence entre l'objet de la rédaction de la délibération et la convention, puisque là, on parle du 31 décembre, c'est bien, dans la convention, on parle de 12 au mois. Mais bon, si on la signe au mois de janvier, ça sera bien, c'est le 31 décembre. Elle pourra faire l'objet chaque année d'un renouvellement par tacite reconduction pour une période de 12 mois. Pour la durée de la convention, la fourrière adressera à la ville ses factures sur la base du montant forfaitaire suivant, 1 € par habitant par an pour les prestations décrites ci-dessus. Les prestations hors contrat exécutées après accord de la ville pourront faire l'objet de factures dédiées hors facture annuelle. Donc, vu le code général des propriétaires, vu le code rural et la pêche maritime, vu le projet de convention annexé, considérant la nécessité pour chaque commune de disposer d'une fourrière animale apte à l'accueil et à la garde des chiens, chats, trouvés errants ou en état d'évacuation, considérant la possibilité de confier la gestion de ces fourrières à une association professionnelle, il est proposé d'approuver la convention entre la ville d'Aetz et l'association protectrice des animaux, représentée par sa présidente, Mme Alice Coussin, gestionnaire du refuge de la Côte Basque, etc., d'autoriser à signer la dite convention et tous les documents venant s'y rapporter. Des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. On va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Donc, à l'unanimité. Oui, juste pour la petite histoire, Catherine Nava, qui n'est pas là ce soir et qui est excusée et qui a donné sa procuration, est pour nous la référente animalière. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui fait beaucoup d'actions sur la commune, notamment pour essayer d'endiguer la prolifération des chats, on va dire, laissés sans maître. Donc, elle chasse avec des boîtes alors que la commune achète, avec des pièges, etc. Elle va remettre tout ça. C'est un travail important parce que si on n'y prend pas soin, ça devient de suite, les chats se reproduisent vite. Alors, ça m'a permis de savoir ce qui était donc, comment j'ai dit, le chat féroux. Le chat féroux, voilà. Le chat féroux, c'est celui qui est encore en capacité de se reproduire. C'est bien ça? Alors, cette délibération qui concerne beaucoup les chiens et les chats devrait aussi pouvoir concerner les ânes. Vous rigolez parce que samedi soir, moi, à minuit, on m'a appelé en me disant, monsieur le maire, ici le peloton de gendarmerie de Pau, vous avez des ânes en divagation sur votre territoire.
Alors j'ai demandé, comme toujours, je demande précisément où se trouvent les ânes. Et là, pas de chance, ils étaient sur Saint-Jean-de-Luz. Vous avez vu? Non, ceux-là non. C'est pas les gendarmes, hein? Ah, non, 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 non. Ceux-là, ils étaient sur Saint-Jean-de-Luz. Ça arrive aussi avec les moutons. C'est toujours filmé. J'assume. Il faut toujours tout assumer. Le moment un peu décalé, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça arrive aussi avec les moutons. Et évidemment, toujours le samedi, le dimanche ou le vendredi soir. Voulez-vous. Eux aussi, ils ont droit à quelques centimes. On passe à la délit numéro 14, le rapport CLEC. Alors, derrière CLEC, c'est bien la commission locale d'évaluation des charges transférées. Elle nous intéresse que peu, voilà, puisqu'elle concerne, je pense que vous l'avez vu dans le corps de la délit, ou pas d'ailleurs, puisque ça n'a pas été donné. Voilà, et vas-y. Comme disait Philippe, commission d'évaluation des charges transférées, il s'avère que pour ce rapport, on n'est pas du tout concerné. Il portait exclusivement, effectivement, sur deux ouvrages à Tardets et la collecte des déchets verts sur Saint-Jean-de-Luz. Oui. Néanmoins, toutes les communes de l'agglo doivent statuer sur ce rapport. Avec les incidences que ça peut avoir sur les différentes communes, parce que je crois que sur Saint-Jean-de-Luz, ça représente quand même 36 872 €. C'est une attribution de compensation. C'est des déchets verts. D'accord? Voilà. Mais Saint-Jean-de-Luz se pose la question de continuation. Voilà, bon, on en a pris connaissance. Qui vote contre? Pardon. Observation, question? Non, merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Parfait, merci. Rapport 2020. Alors là, il n'y a pas de vote. C'est juste le fait de prendre connaissance de ces rapports. Ce sont deux rapports informatifs, l'un sur l'eau potable et l'assainissement, et l'autre sur la collecte des déchets. C'est bien ça? Voilà. Donc, c'est quand même une délit. C'était vraiment ce que je devais représenter. Pardon. Je peux continuer? Voilà. Donc, au cours de la séance du 2 octobre 2021, le Conseil communautaire a été amené à examiner le rapport d'activité 2020 sur la qualité et le prix du service public de l'eau potable et de l'assainissement dans la communauté d'agglomération Pays Basque, conformément aux dispositions dans l'article du Code général des collectivités territoriales mentionné. Il convient désormais de présenter ces rapports en conseil municipal. Mais vous les avez eus en copie ou en lien, etc. En lien, ils sont conséquents. Voilà, parce que sur l'eau potable, vous avez vu, c'est 158 communes, 7 secteurs d'intervention, 6 actes opérationnels, il y a des régies, il y a des délégations. Voilà, c'est une grosse compétence de l'agglomération. Et vous avez vu que, bon, malgré toutes les attentions, les épisodes pluvieux qu'on a traversés, on a été informé qu'il pouvait y avoir des ordres, on va dire, d'approvisionnement en eau. Moi, j'ai pas l'impression qu'Aetz a été impacté par ça. Il n'y a pas eu de retour, voilà. Oui, je le dirai un petit peu plus tard, peut-être. Cet épisode un peu compliqué, toutes mes pensées vont à Saint-Pé, la Sussari, qui a été beaucoup plus impacté qu'Aetz. Mais Aetz, c'est quand même 3 voies sur 4 d'accès au village étaient coupées et non praticables. Malgré ça, un certain nombre ont essayé de passer, certains ont réussi, et d'autres pas. Voilà, la vie est injuste. Oh, pardon, mais voilà, bon, les services municipaux se sont mobilisés, les élus se sont mobilisés pour pouvoir faire de la circulation. Là, c'est pareil, c'est toujours des moments un peu compliqués. On a été déclaré, je le dis dans ce chapitre-là, on a été déclaré, parce que nous avons fait la demande, commune sinistrée pour cause de catastrophe naturelle. Voilà, alors c'était plus par prévention. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu des voitures qui étaient tombées dans l'eau, qui étaient passées dans l'eau et qui étaient foutues. Mais foutues.
c'était peut-être pas des habitants d'Aetz, mais n'empêche que c'est arrivé à Aetz. Donc en fonction, on va dire, de leur capacité de réaction par rapport à leur assurance, elles pourront justifier le fait et s'appuyer sur la catastrophe naturelle. Alors on n'a pas de retour à l'heure actuelle. Bon. Ce qui est, en règle générale, c'est embêtant, ces phénomènes-là, mais notre PLU, qui a bien identifié les choses, ne met pas, ou en tout cas a suffisamment explicité les endroits où on peut construire, où on ne peut pas construire, etc., pour exposer des habitations à des problèmes d'inondation. Évidemment, les moulins qui, en règle générale, sont sur des cours d'eau, à ce moment-là, sont un peu chargés. Donc il est possible que ces moulins qui ne sont plus entretenus ou qui puissent subir quelques désagréments. On n'a pas eu non plus, là, de retour. Après, ils sont parfois très bien aussi construits, constitués, mais comme ils ne fonctionnent plus, on peut s'étonner. Voilà. Donc des champs inondés, des routes coupées, des coefficients qui étaient voilà, pas très gros, mais qui ont quand même occasionné ces désordres-là, et surtout pas de victimes. Parce que, enfin, excusez-moi, mais quand une voiture est emportée par la flotte, moi c'est pas pour la voiture que je m'inquiète, c'est surtout pour celui qui est dedans. Et bien souvent, elle est emportée parce qu'il y a du courant. Et que quand on veut sortir de la voiture, le courant il est plus lourd. Donc à la limite, enfin voilà, c'est bien de ces épisodes-là qu'il faut se méfier. Voilà, on n'a pas voté. C'est là, c'est là aussi pour les événements liés aux toitures, etc. Le fait de Catastrophe naturelle. Alors Oui, ça peut l'être. Ça, c'est parce que c'est il y a des vents violents qui sont. Oui, mais c'est là, ça en l'occurrence, ça peut l'être, mais là, en l'occurrence, les seules catastrophes naturelles qui ont été reconnues dans ce contexte-là, c'est les submersions par inondation, par ruissellement ou par coulée de boue. Voilà. À aucun moment, le vent ou le vent-pluie qui occasionnerait des dégâts dans une toiture ne peut rentrer dans ce cadre-là. Ça vient d'être Oui. Oui, parce que derrière, il faut pouvoir le justifier. Et donc là, les vents n'étaient pas considérés comme suffisamment violents. Par contre, ce qui est tombé, ça on peut le quantifier. Et ça participe à la légitimité de la déclaration en catastrophe naturelle. Vous dire quelque chose? Oui, pour revenir au sujet des rapports sur l'eau et l'assainissement, à l'intérieur, il y a deux éléments qui sont mis en perspective pour la commune d'Aetz. Donc c'est les rapports 2020 et c'est les travaux qui se sont poursuivis en 2021 et qui interviendront dans les années qui viennent aussi. C'est l'interconnexion eau potable qui va relier l'usine de la Nivelle à Laurent à l'usine de la Nive à Vassusari. Et qui pour une partie le tracé est sur la commune d'Aetz en limite avec Guétari et Villard. Et Saint-Jean-de-Luz. Et l'autre projet qui est mis en perspective dans le rapport, c'est l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration de Bizarre, qui traite les effluents de la commune, avec un objectif de mise en service en 2024. Donc c'est travaux 2022 pour l'interconnexion et travaux 2022-2023 pour la stade de Lyon. 36 000 équivalents habitants. Et aujourd'hui, elle est prévue pour 25 000 équivalents habitants. Et on sait qu'elle fonctionne, bon an, mal an, autour de 20 000, 22 000. C'est ça à peu près? Aujourd'hui, elle a retrouvé sa pleine capacité, donc elle va parler de 25 000. D'accord. Mais en tout cas, les travaux, c'est pour la mettre à niveau à 36 000. Et je le dis aujourd'hui. Elle est à 22 000 hier et à 25 000 le passé l'été. Oui, bien sûr. Et je le dis aussi et de façon publique et filmée, ça représente un plus d'épuration pour le territoire qui participe à la qualité des eaux, mais il ne faut pas penser que c'est une solution définitive. Il va falloir engager des prospectives
pour pouvoir augmenter la capacité épuratoire du territoire du bassin versant de l'Ouabia. Ça fait partie des choses normales et naturelles à mettre en œuvre. On a vu les difficultés aussi des stations à travailler dans ces périodes, dans ces épisodes pluvieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des eaux parasites qui rentrent aussi dans les réserves à ces moments-là, parce que bien qu'on essaie de faire du séparatif entre les eaux pluviales et l'assainissement, il y a encore des réseaux qui ne sont pas séparatifs ou des réseaux qui sont en difficulté, qui sont poreux par rapport à ça. Donc il y a là aussi un travail important à faire sur les réseaux qui a été engagé, puisque c'est une compétence de la commission, qui a été engagé sur l'agglomération. Mais je le dis de suite, il nous faudra réengager la réflexion et ne pas se contenter de la steppe qui se situe à Bidart et sa montée en puissance à 36 000 équivalents habitants. Ça va dire plus loin dans les années à venir. C'était le rapport concernant l'eau et l'assainissement, et je considère qu'il y a eu information et débat s'il fallait. Un autre rapport informatif, c'est celui qui concerne la collecte des déchets. Là encore, il y a un certain nombre de choses. Concernant la collecte des déchets, notre territoire, alors pardon, mais je peux lire cette délibération au cours de sa séance du 2 octobre. Le Conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a été amené à examiner les rapports sur la prix et qualité des services de collecte et de traitement des déchets ménagers assignés établis pour l'exercice 2020. Dans chaque commune ayant transféré sa compétence en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés à un établissement public de coopération internationale, le maire présente au conseil municipal au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Ça n'a pas. Le rapport annuel qu'il aura reçu de cette intercommunalité. Le rapport annuel relatif à l'exercice 2020 tel qu'il vous est présenté à l'annexe à l'intérieur précise notamment le contexte particulier de l'année 2020 avec la crise sanitaire et ses impacts sur l'organisation des services, la répartition des compétences entre la communauté d'agglomération Pays Basque et le syndicat Méditerranée, les objectifs visés par la communauté d'agglomération en matière de prévention, de tri et de valorisation des déchets. Le service public de gestion des déchets s'inscrit aujourd'hui au sein d'une véritable stratégie locale d'économie circulaire pour réduire la production de déchets et faire du déchet une ressource matière et énergétique produite localement, génératrice d'activité et d'emploi pour le territoire. Les projets menés par le service en 2020, les perspectives, l'organisation du service public de collecte des déchets assurée par la communauté d'agglomération, les moyens humains techniques, les différentes filières de valorisation et de traitement des déchets, les tonnages de déchets collectés, triés et valorisés, les actions d'information et de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets, le coût et les modalités de financement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés. L'année 2022 sera une année importante dans cette politique publique des déchets, tant sur les modalités de collecte que sur les modalités de traitement. Vous le savez, le cadre législatif concernant les déchets est un cadre en perpétuel mouvement. Perpétuel mouvement qui crée parfois, j'ose le dire, quelques fébrilités parce que, voilà, c'est comme par magie, on ressort tout le temps des règlements, etc. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer en extension de consignes de tri. Et que le choix qui est fait par l'agglomération, c'est de faire un choix multimatériaux. Ça veut dire qu'on ne va plus trier de la même façon, et en plus, on va, les barquettes, etc., on va pouvoir être dans des flux de tri bien particuliers. Vous savez qu'on pouvait mettre les fibres d'un côté, les fibres de l'autre, le bio-déchet d'un autre côté. Bon, tout ça va être réinterrogé. Il va s'en suivre des éléments, on va dire, très concrets. Quelle sera la poubelle qui sera devant votre porte, comment on va fonctionner par rapport à ça, et derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre dans sa poubelle, où est-ce qu'elle va être collectée, à quel rythme, et il ne faut pas penser que toute chose sera égale par ailleurs. Et là encore, il pourra y avoir des incitations sur le temps, avec des déploiements, on parle de redevances incitatives, etc., voire de redevances spéciales. Bon, tout ça pour vous dire que les déchets participent complètement à ce qu'on appelle la transition du développement durable. Et que nous sommes bien placés, nous ici, à Aetz, ayant un centre d'enfouissement
sur Saint-Pé pour savoir que voilà, ces politiques publiques, elles ont beaucoup évolué dans les dernières années. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, enfin pour les plus vieux, il y a 30 ans, 40 ans, on ne s'occupait pas des déchets comme on s'en occupe aujourd'hui. Sauf qu'on sait aussi quel impact ça a eu sur notre planète et comment on a laissé la planète se dégrader. On parle aujourd'hui beaucoup des plastiques, etc. Mais aujourd'hui, il nous faut prendre le problème à bras le corps. Donc, les réglementations nous y aident. Ce sont des politiques publiques dans des environnements comme les nôtres. Il y a des pays pour lesquels ça ne participe pas à une politique publique, avec les conséquences qu'on peut connaître dans différents domaines. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est aujourd'hui une politique publique dont la compétence est à l'agglomération, avec une partie déléguée à un syndicat Mutagarbi, qu'on parle des déchets ménagers, mais qu'on est aussi, et même si le rapport n'en fait pas mention ici, sur tout ce qu'on va pouvoir engendrer sur les déchets du BTP, des bâtiments, des travaux publics, etc. Et comment on fait du déchet aussi une ressource. Et ça, c'est le grand défi des années qui sont devant nous. C'est-à-dire que le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas, ça, on a beaucoup de marge de manœuvre sur lesquels on peut travailler. Et puis ensuite, comment on fait de cette pratique en économie circulaire, etc., du déchet une ressource. J'ai presque envie de dire que parfois, on est en train de réinventer la roue. Parce que ce qui se passait il y a 30 ans, 40 ans, et moi je fais partie d'une génération qui ne s'est jamais posé ces problèmes-là, et qui aujourd'hui voit les impacts environnementaux que ça a pu tenir, et nous avons une responsabilité par rapport à ça. Par contre, nos plus anciens, et je vais saluer Gaël Charlois, parce que une fois j'ai eu l'occasion de lui dire ici, c'est pas les poules que vous avez qui vont résoudre le problème de tous les biodéchets, sauf qu'une poule, ça bouffe. Et nos anciens, ils savaient parfaitement qu'un certain nombre de déchets étaient recyclables chez les cochons. C'est pas facile d'avoir un petit cochon sur son balcon, ni une petite poule dans sa chambre. Mais voilà, il y a de nouvelles choses qu'on remet en utilisation et sur lesquelles il va falloir encourager des pratiques. Donc, ces rapports sont importants. C'est important qu'en tant qu'élu, vous en preniez connaissance. On va voir arriver aussi dans les mois qui viennent des propositions pour pouvoir trouver, là encore, des solutions pour ce qui s'appelle les déchets du BTP. Et encore une fois, là, comment du déchet on fait une ressource. Nous sommes dans une zone extrêmement opposée à la déconstruction, reconstruction, valorisation, et nous avons encore là beaucoup de pistes à explorer pour que explorer. Dans une zone exposée. Mais dans une zone exposée. Pas opposée. Ah non, pas opposée. Il faudra au contraire trouver des complémentarités sur le territoire. Voilà. Bon, j'annonce un certain nombre de chantiers qui s'ouvrent, enfin, chantiers politiques qui s'ouvrent, et en sachant qu'il va nous falloir les engager avec un logiciel un petit peu différent que celui qui a pu nous conduire à, on va dire, aux pratiques qu'on a aujourd'hui, qui sont bien plus vertueuses que celles qu'on avait même il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais sur lesquelles on a encore beaucoup de progrès à faire. Ce sont des enjeux de société sur lesquels on a des problématiques écologiques, mais de santé, etc. et économiques. Voilà. Juste une parenthèse, oui. On va parler sur les déchets du BTP. Oui. Il y a une grosse actualité législative, réglementaire et politique en ce moment, puisque en fait depuis quelque temps il y a des évolutions réglementaires qui devaient intervenir au 1er janvier 2022 et qui ont été décalées au 1er janvier 2023. C'est la responsabilité élargie du producteur. C'était à la mise en place d'un éco-organisme qui devait collecter gratuitement l'ensemble des déchets du BTP. En fait, sur le même principe que l'éco-organisme ou l'éco-constitution que vous avez sur l'électroménager qui a été mis en place il y a quelques années. Sur le même principe, il y a la constitution d'un éco-organisme qui vient capter les déchets et après qui applique une éco-taxe sur le neuf pour financer le traitement des déchets. Ça aurait dû rentrer en application le 1er janvier, ça a été décalé de 1 an
parce qu'en fait, les décrets d'application, la loi est parue, mais les décrets d'application et l'organisation de cette, et la structuration de cette nouvelle façon d'opérer, filière, n'ont pas été encore décidées avec les différents acteurs. Donc il y aura tout l'environnement des déchets du BTP va énormément évoluer sur un quotidien également. Mais ça ne prendra pas en compte, tout ce qui est déchets, ça prendra en compte que les déchets du bâtiment et pas les déchets des travaux publics. Ouais. Donc c'est deux choses différentes. En gros, les déchets du travaux public sont les terres, les déchets du bâtiment, c'est tout ce qui va être recyclable, etc. etc. Et ce qu'on voit là, et je le dis juste comme ça, mais il faudra qu'en tant que citoyen, en tant qu'élu, on soit tous très attentifs à ce qui se passe, parce que très honnêtement, je n'arrive pas toujours à lire dans quel sens on va, et avec quelle consistance. Aujourd'hui, on passe sur des extensions de consignes de tri avec des investissements publics et d'argent public très importants. Très importants. Quand je regarde dans le rétroviseur, autrefois on enfouissait tout, aujourd'hui on passe par une unité de valorisation organique. Cette unité de valorisation organique crée, on va dire, du recyclage. Vous l'avez vu dans les chiffres qui vous ont été donnés, quoi. À 68%, les ordures ménagères sont valorisées. Vous l'avez vu, en créant de la méthanisation, du gaz, etc., de l'électricité, etc. Aujourd'hui, quand on trie les écosystèmes, non, pardon, tu as appelé ça les éco-organismes, voilà, où les entités publiques récupèrent pour pouvoir valoriser, vendre et équilibrer, tant faire se peut, entre la vente des matériaux et le coût du service là, équilibrer, tant faire se peut, la variation étant la tonne que chacun paye pour équilibrer le service. Aujourd'hui, on dit qu'il va y avoir des extensions de services de tri, il nous faut des outils de valorisation de plus en plus performants, et il y a des flux entiers qui vont échapper à ceux qui investissent et qui ne pourront donc pas retrouver un système économique, un équilibre économique. Donc là, il va falloir être très très attentif. Il n'y a pas que de très bonnes idées, il y a des fausses bonnes idées, et je vous assure qu'il va falloir être attentif à ce qui se passe dans les mois à venir, parce que très honnêtement, je ne sais pas trop où on va. C'est la même chose sur les déchets du BTP. Zagarbi a investi des millions d'euros sur un cycle pour pouvoir traiter les déchets du BTP, avec dans un contexte économique qui était à peu près stabilisé, en tout cas connu. Et aujourd'hui, par l'évolution de cette réglementation, on a enlevé une partie des possibilités de recettes qu'il pouvait y avoir pour rembourser l'investissement du site. Et donc aujourd'hui, ils se demandent un peu comment ils vont faire pour assumer cet investissement lourd qui a été réalisé l'année dernière. Là, par exemple, et après j'arrête, le fait de changer les consignes de tri, de retrier ça pour pouvoir le valoriser, c'est un investissement, je crois, de l'ordre de 14 millions d'euros sur l'usine de Canopia. 14 millions d'euros sur l'usine de Canopia. L'entreprise qui permet donc de chaîne publique, enfin de propriété publique, on est d'accord, mais 14 millions d'euros en plus. L'usine de Canopia a coûté, je crois, 60 millions d'euros il y a quelques années. Et c'est de l'argent public. Derrière, on a un exploitant privé, Urbacer, qui fait le service de faire fonctionner l'usine pour quelques millions d'euros aussi. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est certes une politique publique, mais elle a un coût. Elle est certes vertueuse, mais à condition qu'on puisse la piloter un petit peu de façon stabilisée. Et voilà. Alors, certes, encore une fois, on n'a peut-être pas, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour avoir le meilleur des systèmes. Il y a différents systèmes qui se sont mis en place entre les unités de valorisation organique, les incinérateurs. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut plus enfouir, parce que ça, on connaît les conséquences de l'enfouissement sur notre propre milieu. Ça, voilà. Donc on enfouit le moins possible, et c'est une bonne chose. Maintenant, comment on fait avec le reste? Voilà. Bon, excusez-moi, c'est un sujet passionnant. Ça... De toute façon, dans l'assainissement et dans l'eau, l'assainissement et les déchets, il n'y a pas de solution avec sans liquider des millions d'euros en face. Ça, c'est sûr.
Messieurs, dames, est-ce qu'il y a des questions, des sujets que vous vouliez aborder? Moi, j'en ai encore quelques-uns, au-delà des déchets. On a pris, oui, catastrophe naturelle, on en a parlé. On a parlé de la réunion sur le SCO, réunion technique, 3e semaine de janvier. On a parlé de la reprise des vaccinations sur Aix. On n'a pas parlé de la cérémonie des vœux. Et là, j'avoue que je ne sais pas quoi vous dire. Je crois qu'elle ne sera toujours pas permise cette année. En tout cas, on ne prendra pas ce risque-là par rapport aux incidences sanitaires qu'on voit évoluer. Et je me... Ouais. Donc il va peut-être falloir se creuser les ménages pour savoir. Là. Et je l'annonce de suite. Je ne ferai pas de Chistou cette année. Non, parce que l'année dernière, j'ai souhaité les vœux en jouant de Chistou. C'était pas cher, mais c'était pas terrible non plus. Mais bon, voilà. C'était pas mal. Oui, c'était. Par contre, s'il y en a un d'entre vous qui s'est joué du tromblon, voilà. Bon, il faut que ça soit quand même un certain niveau après le Chistou l'année dernière. Bon, plus sérieusement, j'ai reçu cet après-midi une information à diffuser aux élus pour les inviter à une réunion le mercredi 5 janvier à 18h30 à Itsassou concernant la démarche de Baké Lidéa et des artisans de la paix. Je crois qu'il y aura un grand rassemblement sur Bayonne dans cet environnement-là avec trois pistes. Bon, je vous le donne. Pour Marichou, dire que c'est peut-être celle, qu'il y a des formations et qu'il va falloir peut-être être attentif. C'est très intéressant, des formations pour les élus. Alors ça peut aller de la communication, en passant par les finances, par le cadre réglementaire, c'est quoi le contrôle de légalité, etc. Pour Marichou aussi, et pour les autres peut-être aussi, parce que quelquefois on vous demande de siéger ou de participer à des réunions, on n'est pas tous retraités, et ça c'est une très très bonne chose. Et j'espère qu'il ne faudra pas être que retraité pour être élu. On a droit, c'est un droit, à des autorisations d'absence et des crédits. D'accord? Et en fait, là je suis un grand spécialiste des crédits et des autorisations d'absence, mais il faudra revenir auprès de M. Luc Bernet, et pour ceux que ça peut encore intéresser, pour savoir dans quelle mesure ça peut rentrer, ça peut vous participer à plus de facilité dans le cadre de vos missions d'élu, dans vos mandats d'élu. C'est important de le savoir parce que c'est pas souvent trop diffusé et c'est un droit, donc il n'y a pas de raison. Votre engagement mérite d'être accompagné aussi de cette façon-là et c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Non, pour les maires et les adjoints, c'était institué. Aujourd'hui, c'est aussi pour les conseillers municipaux. Est-ce que certains ont des choses à dire? Non? Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère qu'elles seront apaisées pour tout le monde. Je vous redis que demain soir, nous avons une réunion publique concernant l'aménagement de la place de la Brocante. J'espère que ça fera peur à personne et que c'est un sujet intéressant. Il y a de belles choses qui se dessinent, donc il faut se tenir informé par rapport à ça. Le prochain conseil municipal est janvier, je suppose, ou février. Je vous dis de suite que cette année, nous voterons le budget un petit peu plus tard que d'habitude. On se faisait une sorte de règle presque déontologique de voter le budget juste après les vœux dans la première quinzaine de février. En fait, cette année, du fait de nos projets, on va essayer d'avoir le plus de consistance possible en termes d'appels d'offres, de coûts de travaux, etc., pour pouvoir construire notre budget dans la réalité de ce que seront les dépenses d'investissement cette année. Pour ce qui est du fonctionnement, on sait déjà, mais pour ce qui est de l'investissement, c'est une année assez importante sur laquelle on demandera aussi de prendre des délibérations nous permettant d'engager ces investissements. Donc ça se fera très certainement courant mars, deuxième quinzaine de mars, sachant qu'en allée présidentielle, comme cette année, élection présidentielle, on a jusqu'au 15 avril
pour pouvoir voter nos budgets communaux. Donc, on va en profiter un tout petit peu, laisser glisser, et en sachant que de suite après, on pourra engager. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Très bonne fête à tous. Et en janvier, pour le groupe majoritaire, on a un rendez-vous début janvier pour ce séminaire de nos projets. C'est bien ça? Merci de l'oublier. Merci Marie-Jo.